Bienvenue au cours aujourd'hui. Rappel sur le calcul vectoriel, تذكير بالحساب الشعاعي. La première partie, grandeur scalaire, grandeur vectorielle, représentation graphique du vecteur, vecteur unitaire, somme vectorielle, composante d'un vecteur. Définissons d'abord la grandeur scalaire. Nous avons déjà défini une grandeur physique. Qu'en est-il d'une grandeur scalaire? Une grandeur scalaire est caractérisée par une valeur numérique plus une unité. Exemple, le volume, la masse, la température, la charge électrique, l'énergie, etc. Grandeur vectorielle, مقدار شعاعي. La grandeur vectorielle est caractérisée par 4 éléments: son point d'application, sa direction, son sens et son intensité. On dit aussi module ou norme. Comme par exemple le déplacement, la vitesse, la force, le champ électrique, le champ magnétique, et ainsi de suite. Représentation graphique d'un vecteur. Comment représenter un vecteur par le dessin? On le représente par un segment orienté muni d'une origine avec une lettre sur laquelle on met une petite flèche. V, par ce symbole-là, représente le vecteur avec ses 4 caractéristiques. Quand on parle de la norme ou de l'intensité, on choisit l'un de ces symboles pour représenter le module ou l'intensité de la grandeur vectorielle. Le vecteur unitaire, c'est un vecteur de module égal à l'unité, c'est-à-dire le nombre 1. On le représente comme ça par exemple. On exprime un vecteur V quelconque par son vecteur unitaire U par la forme. Voilà. Donc les deux vecteurs sont parallèles, ils sont collinéaires, c'est-à-dire ils ont la même direction. Ils peuvent avoir le même sens ou de sens contraire. Donc V égale UV, c'est-à-dire égale le module de V par le vecteur unitaire. On dit que U et V sont collinéaires. Cas général, tout vecteur parallèle collinéaire à un autre vecteur peut s'écrire, voilà, j'ai représenté ici par le dessin deux vecteurs collinéaires, A et B. A parallèle à B, une condition doit être remplie, A égale lambda B, ou bien B égale kappa A. Lambda et kappa sont des constantes. La somme géométrique des vecteurs, cette opération fait appel donc au dessin, c'est pour cette raison qu'on la qualifie de géométrique. Voilà, par exemple, ce vecteur V1, vecteur V2, quelle est leur résultante, c'est-à-dire quelle est leur somme. Alors, géométriquement, on trace le vecteur équivalent à V2, c'est-à-dire un vecteur qui a le même sens et le même module à l'extrémité du premier vecteur. Ensuite, on joint l'origine des vecteurs à l'extrémité du vecteur équivalent que nous venons de tracer. Voilà, donc V représente la somme des deux vecteurs V1 et V2. Cette opération est commutative, c'est-à-dire que V1 plus V2, c'est aussi égal à V2 plus V1. On calcule le module du vecteur résultant à partir de la loi des cosinus, que nous démontrerons un peu plus loin. Son module donc, le module de V, l'intensité ou la norme, est égal à la racine carrée du carré du module du premier vecteur plus le carré du module du deuxième vecteur plus 2 V1 V2 cosinus l'angle compris entre les deux vecteurs.
ne commettez pas cette erreur. V n'est jamais égal à V1 plus V2, sauf dans un cas particulier, qui est lorsque l'angle entre les deux vecteurs est égal à 0, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont confondus, sont situés sur la même droite, l'angle entre eux est égal à 0, le cosinus 0 est égal à 1, donc je peux extraire la racine et à ce moment-là, V égale V1 plus V2. C'est le seul cas où on a le module du vecteur résultant qui est égal à la somme des deux modules. Si V1 et V2 sont situés sur la même droite, mais de sens contraire, c'est-à-dire l'angle entre eux est égal à pi, 180 degrés, à ce moment-là, cosinus pi c'est moins 1. Si j'extrais la racine, j'aurai V égale en valeur absolue V1 moins V2. Pourquoi valeur absolue? Parce que le module d'un vecteur est toujours positif. Si maintenant les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire l'un perpendiculaire à l'autre, là, je ne peux pas extraire la racine, mais tout simplement, ce terme-là va s'annuler, puisque cosinus pi sur 2 est égal à 0. Il me reste sous la racine V1 carré plus V2 carré. La loi des sinus. Cette loi nous montre la relation entre les angles et les côtés dans un triangle. Voilà un triangle quelconque, les trois angles alpha, bêta, θ, et vous avez les trois côtés. Ici, je l'ai représenté par trois vecteurs, V1 et V2. V1 plus V2, c'est égal à V. Donc, vous n'aurez jamais V égale V1 plus V2, sauf dans le cas précédent que nous avons cité, si V1 et V2 sont confondus, c'est-à-dire sont situés sur la même droite. Dans le triangle ACD, donc construisons d'abord ce triangle, voilà, ACD. Dans ce triangle, on a sinus alpha, côté opposé sur l'hypoténuse, CD sur AC, or AC c'est le module de V. Donc V sinus alpha égale CD. Dans le triangle BDC, nous avons sinus phi, l'angle extérieur au triangle que nous voyons sur la figure. Sinus phi est égal à CD sur BC. C'est égal à CD sur le module de V2. Donc, on tire la relation V2 sinus phi égale CD. Or, phi, c'est un angle extérieur au triangle. Remarquons que θ, c'est égal à pi, 180 degrés, moins θ. Ou plutôt θ, c'est égal à 180 moins phi. Or, nous savons que sinus phi, c'est égal à sinus pi moins phi. C'est-à-dire, sinus phi, c'est égal à sinus θ. Donc, finalement, on a V sinus alpha. Si je remplace ici sinus phi par sinus θ, V sinus alpha, c'est égal à V2 sinus θ. Produit des moyens égale produit des extrêmes, V sur sinus θ égale V2 sur sinus alpha. Dans le triangle BEC, c'est un triangle rectangle aussi, on peut écrire sinus bêta, c'est égal BE sur BC. BE sur BC, c'est-à-dire BE sur le module de V2. Dans le triangle BEA, nous avons BEA. Sinus alpha, c'est égal à BE sur AB, c'est-à-dire BE sur V1. On arrive à V1 sinus alpha égale BE. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut écrire cette relation. Donc, on voit bien ici que V1 sinus alpha, c'est aussi égal à BE.
Donc V1 sinus alpha égale V2 sinus bêta. C'est après avoir écrit les deux équations ici qu'on peut en tirer celle-ci. Maintenant, comme nous avons fait ici, produit des moyens égale produit des extrêmes. Voilà, on a V1 sur sinus bêta égale V2 sinus alpha. Donc il y a une relation entre cette expression-là et celle-ci. Nous pouvons déduire la formule générale appelée loi des sinus. Donc, en tenant compte de cette relation et de cette relation, on peut arriver à V sur sinus θ égale V2 sur sinus alpha égale V1 sur sinus bêta. C'est-à-dire la relation entre les côtés d'un triangle et les angles. Vous avez ici V sur le sinus de l'angle qui lui est opposé. V est opposé à l'angle θ. V2 là, il est sur sinus alpha. Alpha, c'est l'angle opposé à V2. Et vous avez V1, c'est le côté opposé à l'angle bêta. Donc, retenez cette loi qui est très importante. Quant à la loi des cosinus que nous venons de voir, elle nous donne la relation entre les côtés dans un triangle. Vous avez ici que les côtés, enfin les côtés d'un triangle, V1, V1 et V2. La somme géométrique de plusieurs vecteurs. Donc on doit faire un dessin. La somme géométrique, nous sommes en géométrie. V par exemple, j'ai pris ici 5 vecteurs. Je les dessine, V1, V2, V3, V4 et V5. Où est la résultante de ces 5 vecteurs obtenus par le dessin? Donc je prends n'importe quel vecteur. À partir de l'extrémité de ce vecteur, je choisis au hasard, je trace les vecteurs équivalents au reste des vecteurs. Voilà, je trace, j'ai commencé par exemple par V2. De l'extrémité de V2, je trace le vecteur équivalent à V1. Ce vecteur-là, V1, il est parallèle de même module et de même sens que V1 ici. Et je continue. Je trace le vecteur équivalent à V3, ensuite V4 et V5. Donc j'obtiens une courbe brisée. La résultante de ces 5 vecteurs est égale à V. Donc je joins l'origine des vecteurs à l'extrémité de la courbe brisée que j'ai obtenue. Le nombre de côtés de cette courbe doit être égal au nombre de vecteurs additionnés. Vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Vous pouvez commencer par n'importe quel vecteur, vous aurez le même résultat pour le même dessin. C'est pour ça qu'on dit que la somme géométrique de plusieurs vecteurs est indépendante de l'ordre dans lequel on fait la somme. Le résultat est le même. Si après avoir tracé V1, j'aurais pu tracer le vecteur équivalent à V5 et continuer, j'aurai exactement le même résultat. La différence entre deux vecteurs, c'est-à-dire la soustraction de deux vecteurs, soit les deux vecteurs V1 et V2, voilà V1 et voilà V2. Si je soustrais V1 de V2, où est le vecteur D, qui représente la différence entre les deux vecteurs? Nous pouvons écrire cette soustraction, je peux la transformer en une addition, à condition de mettre plus ici, mais entre parenthèses, moins V1. C'est-à-dire que je reviens à la somme de deux vecteurs, mais ce vecteur-là, c'est le vecteur opposé à V1. Donc, je le trace à partir de l'extrémité de V2, un vecteur parallèle à V1, mais de sens contraire et de même module. Le voici. Donc, ce vecteur, c'est moins V1, c'est clair sur le dessin. Où est D? Je le représente, donc je joins l'origine à l'extrémité de moins V1.
ce vecteur-là représente la différence entre V2 et V1. Je peux directement obtenir la différence ou le vecteur résultant de la différence entre deux vecteurs en joignant leurs extrémités. Donc c'est plus rapide que de tracer le vecteur de sens contraire à V1 et ensuite tracer ce vecteur. Donc je joins directement les extrémités des deux vecteurs, j'obtiens la différence entre V2 et V1. Le module du vecteur D. Là aussi, la relation, c'est celle-là. La seule différence avec la somme des deux vecteurs, c'est j'ai ici un plus dans la loi des cosinus et ici j'ai un moins. Donc les deux expressions se ressemblent, mais elles sont différentes. Ça c'est pour la soustraction entre deux vecteurs, ça c'est pour l'addition de deux vecteurs. La soustraction de deux vecteurs est anticommutative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que V2 moins V1 est égal, c'est un vecteur opposé au résultat du vecteur V1 moins V2. C'est-à-dire, voilà, ici j'ai obtenu le vecteur D lorsque j'avais V2 moins V1. Si j'ai V1 moins V2, donc je dois tracer le vecteur de sens contraire à V2, le voici, moins V2, et D, donc je le note ici D', et on voit que D c'est égal à moins D', ou bien D' c'est égal à moins D, puisque les deux vecteurs sont égaux au point de vue norme, mais ils sont de sens contraire. Composante d'un vecteur. Chaque vecteur peut être considéré comme étant la somme de deux vecteurs ou plus. Le nombre de possibilités est illimité. On peut décomposer un vecteur en des vecteurs qu'on appelle les composantes. En coordonnées rectangulaires, le cas le plus simple, dans le plan, soit le repère ROIJ, voilà le repère cartésien rectangulaire, on a un vecteur V avec son vecteur unitaire U. On décompose le vecteur V en deux composantes en projetant sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc voilà, je fais la projection, j'obtiens Vx et voilà Vy. Donc V c'est égal à Vx plus Vy, c'est aussi égal à Xi plus Yj, puisque l'extrémité, les coordonnées de l'extrémité du vecteur V, c'est X et Y. Vx, c'est égal à I, puisque Vx a pour vecteur unitaire I. Donc Vx est égal à I fois le module de Vx. Ça veut dire que Vx égale V cosinus alpha. Donc, trigonométriquement, ça se voit sur la figure. Idem pour Vy, c'est JVy. Vy c'est égal donc à V sinus alpha. Où est-ce que j'en arrive? J'arrive à exprimer V en fonction des vecteurs unitaires I et J. Donc V c'est égal à I V cosinus alpha plus J V sinus alpha. Voilà, donc V c'est égal à V, son module, fois I cosinus alpha plus J sinus alpha. Ça c'est V en fonction de I et de J. Et ainsi, bien sûr, en fonction de cet angle. Faites attention, cet angle, ce n'est pas l'angle compris entre les deux vecteurs Vx et Vy, mais c'est l'angle entre le vecteur V et l'axe des X. Si j'exprime V en fonction de son vecteur unitaire, V c'est aussi égal à U fois V. Donc V c'est égal à cette expression que nous venons de trouver, et V égale UV. De ces deux relations, je tire la relation entre le vecteur unitaire de V et les vecteurs unitaires de la base
cartésienne. Le module de V, c'est toujours V c'est égal à Vx au carré plus Vy au carré. Le terme plus 2 V1, V2 cosinus alpha a disparu parce qu'on a ici 90 degrés. Le cosinus de 90 degrés, c'est égal à 0. Donc, il me reste de la loi des sinus cette expression-là, c'est-à-dire V aussi, c'est égal, puisque le module de Vx, c'est x, et le module de Vy, c'est y, c'est aussi V égale x carré plus y carré. Ici, j'ai le module exprimé en fonction de ses coordonnées. Ici, le module de V exprimé en fonction de ses composantes. Exemple, trouver la résultante des deux vecteurs V1, V2 dans le repère ROIJ. Remarquez comment on représente le vecteur avec ses coordonnées. Ça, c'est les coordonnées de son extrémité. La réponse, puisqu'on me demande la résultante, donc V c'est égal à V1 plus V2. Or V1 c'est égal à X1I plus Y1J. Donc je transforme cette écriture ainsi. V2 c'est aussi égal à X2I Y2J, puisque nous sommes dans ROIJ. Si je fais la somme, V c'est égal à cette expression-là plus cette expression-là. Voilà. Donc je factorise et j'obtiens x1 plus x2i plus y1 plus y2j. Donc V, le module de V, c'est égal à x1 plus x2 au carré plus y1 plus y2 au carré. Donc le carré des abscisses plus le carré des ordonnées. Exemple de trouver la différence des deux vecteurs V1 et V2 dans le même repère que nous venons de décrire. Réponse, V égale V1 moins V2, donc je procède de la même manière. Donc V c'est égal à x1 moins x2, x1 moins x2 plus y1 moins y2. Autrement dit, le module de V, c'est la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré dans l'espace. Donc maintenant, dans le repère spatial ROIJK, c'est une base orthonormée, c'est-à-dire les axes sont perpendiculaires entre eux et on a les vecteurs unitaires qui sont égaux au point de vue module. Nous remarquons que V, c'est égal à Vx plus Vy plus Vz. Comment obtenir Vx, Vy, Vz? D'abord, il faut projeter, puisque nous sommes dans l'espace. Donc, c'est de la géométrie dans l'espace. Je projette l'extrémité de V sur le plan OX, OY. À partir de ce point, qui est la projection de l'extrémité de V sur le plan OX, OY, je projette sur l'axe des Y et sur l'axe des X. Lorsque je dis je projette, ça veut dire qu'ici, il y a des angles droits. Donc, là, il y a un angle droit ici et un angle droit ici. Ça ne se voit pas sur le dessin. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans la géométrie, dans l'espace. Donc, il faut avoir de l'imagination et considérer que V n'est pas sur le plan de l'écran du micro, mais il est dans un plan perpendiculaire au plan du micro. Donc, V n'est pas dans le même plan que l'écran du micro. Donc, V, c'est égal à Vx plus Vy plus Vz. Cosinus θ. Je commence par cosinus θ parce qu'il y a une évidence. Donc, triangle rectangle. Le cosinus est égal au côté adjacent, Vz, sur l'hypoténuse, ici, qui est le module de V. Vz, donc, c'est égal à V cosinus θ, c'est aussi égal à Z. Cosinus phi. Où est phi?
c'est l'angle compris entre l'axe des X et ce segment que j'ai noté par ρ. Ρ ici, c'est égal à ρ ici. Lorsque j'ai fait la projection, donc ce segment-là, cette distance, je la nomme ρ. Vx, c'est égal à ρ cosinus phi, d'après cette relation. Et on a aussi sinus θ, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, c'est ρ sur V. Donc, ρ c'est égal à V sinus θ. De là, je tire Vx. Puisque Vx est exprimé en fonction de ρ, c'est pour ça que j'ai cherché à me débarrasser de ρ et avoir Vx en fonction de l'angle θ et l'angle phi. Donc Vx est égal à V sinus θ cosinus phi, ça aussi c'est égal à x. Il me reste Vy. Sinus phi, c'est le côté opposé, c'est-à-dire ce côté-là, mais ce côté-là n'est ni plus ni moins que y. Sinus phi c'est égal à Vy sur ρ, j'ai déjà l'expression de ρ. J'arrive à Vy, c'est égal à V sinus θ sinus phi qui est égal à y. Donc retenez ces trois expressions. Module de V, le module de V c'est la somme des carrés des modules de ses composantes, c'est-à-dire V c'est égal à Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. En fonction des coordonnées, V c'est égal à x au carré plus y au carré plus z au carré. Remarque, nous obtenons à partir de la figure, cette figure-là, Vz c'est égal à V cosinus θ égale Z comme nous l'avons trouvé. Vy, V cosinus bêta c'est l'angle compris entre le vecteur V et l'axe des Y. Il reste Vx. Je dois avoir l'angle entre OX et V, c'est-à-dire cet angle-là que j'ai noté par alpha. Cet angle n'est pas situé dans le plan, mais j'ai dit que V n'est pas contenu dans le plan de l'écran du micro que vous avez devant vous, mais il est sortant. Ça veut dire que il faut avoir de l'imagination et avoir une vue dans l'espace et non pas dans le plan pour évaluer l'angle alpha. L'essentiel, nous aurons ici aussi par projection un triangle rectangle et nous pouvons tirer comme nous avons tiré Vy et Vz. Vx est égal à V cosinus alpha. Donc les trois sont en fonction de cosinus. Les cosinus des angles entre ces axes et le vecteur V. Nous avons les coordonnées x, y, z. Donc si je retourne au module de V et je remplace, j'aurai V égale cette expression-là, c'est-à-dire on arrive à une relation connue en trigonométrie, cosinus carré alpha plus cosinus carré bêta plus cosinus carré θ, c'est égal à 1, si on fait bien sûr les calculs ici. Alpha c'est l'angle entre V et OX, bêta c'est l'angle entre OY et V, et θ c'est l'angle entre OZ et V. La somme des carrés des trois cosinus, c'est égal à 1. Exemple, trouver la distance qui sépare les deux points A de coordonnées et B représentés dans le repère rectangulaire ROIJK U, une unité. Réponse. U ici ce n'est pas le vecteur unitaire, c'est une unité quelconque. En représentant les deux points dans le repère, on se rend compte que la distance demandée n'est autre que le module du vecteur D, qui est la différence entre les deux vecteurs D égale OB moins OA. Nous le voyons sur le dessin, j'ai OA et j'ai OB. Si j'ai ces deux vecteurs-là, et je veux obtenir la distance entre A et B, je n'ai qu'à chercher le module du vecteur
V2 moins V1 comme nous l'avons fait, parce que pour faire la différence, la soustraction de deux vecteurs, il suffit de joindre les extrémités des deux vecteurs. Voilà, donc D c'est égal à OB moins OA, il suffit donc de calculer la différence entre ces deux vecteurs. Donc D c'est égal, voilà, x2 moins x1 plus, donc la différence entre les x, la différence entre les y et la différence entre les z. Donc j'aurai D égale tout ça, donc j'élève au carré x2 moins x1 et ainsi de suite. Numériquement, c'est-à-dire par application numérique, je fais la différence des trois coordonnées que j'ai ici et j'obtiens finalement D c'est égal à 10,77 U. Exemple 4. Trouvez la résultante des 5 vecteurs suivants. Voilà, j'ai 5 vecteurs, mais cette fois-ci, ce n'est pas géométriquement, mais c'est par le calcul algébrique. J'ai les coordonnées de chaque vecteur, donc je dois trouver les coordonnées du vecteur résultant. Qu'est-ce que je fais? Je fais la différence entre les abscisses, la somme des abscisses. Voilà, 4, moins 3, plus 2, plus 7 et plus 9. Ça, c'est les x fois i, plus la somme des ordonnées fois j. Voilà ce que j'obtiens. V c'est égal donc, vectoriellement, V c'est égal à 19i moins 14g. Quel est le module, la longueur de ce vecteur? 19 au carré plus 14 au carré. Et j'obtiens V c'est égal à 23,60 U, U étant l'unité. Pour trouver la direction du vecteur V, nous partons de l'expression tangente égale et l'angle formé par le vecteur V et l'angle OX. La question était de calculer le vecteur résultant. On ne se contente pas de chercher et de calculer le module, mais il faut aussi déterminer quelle est sa direction. Pour cela, j'ai V, c'était 19i moins 14j. Si je le représente ici, c'est-à-dire que sur l'axe des x, j'ai 19 fois i, et sur l'axe des y, j'ai 14 fois, moins 14 fois j. C'est pour ça que ici. Or ici, la figure n'est pas à l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 19, c'est 19 fois i. Or, ici, je n'ai pas 19 fois i. Ça serait trop long. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette remarque très importante. La figure n'est pas à l'échelle. Mais j'ai reporté ici 19 et ici moins 14, c'est-à-dire moins 14 j et 19 i. Donc, le vecteur v, il est là. Autrement dit, la tangente alpha, c'est-à-dire tangente de l'angle compris entre OX et le vecteur, côté opposé sur le côté adjacent, ou bien j'aurais pu prendre avec l'angle ici θ entre OY et V. J'aurai le même résultat. Donc, moins 14, le côté opposé, c'est celui-là, qui est égal à Y, c'est-à-dire moins 14, sur le côté adjacent, c'est-à-dire 19. J'obtiens une valeur négative, cela veut dire que l'angle il est aussi négatif et il vaut moins 36,38 degrés. Donc, j'ai déterminé le module du vecteur V et j'ai déterminé sa direction, c'est-à-dire l'angle qu'il fait entre l'axe des X et qu'il fait avec l'axe des X. Si je calcule θ, j'aurai 90 degrés moins alpha. Et voilà, c'est la fin de ce cours. Je vous donne rendez-vous, donc troisième cours, qui est toujours rappel sur le calcul vectoriel, en partie 2. Nous verrons le produit scalaire et le produit vectoriel. J'espère que vous avez compris cette leçon et je vous donne rendez-vous à la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.